Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Situation sécuritaire en Centrafrique. Depuis 2015, la France désengage petit à petit ses troupes du territoire. Déployées en 2013, nous reviendrons sur le bilan de l'opération militaire française. L'insécurité dans la région de l'extrême nord du Cameroun impacte l'activité touristique. De 950 000 touristes en 2013, ce chiffre est passé à 912 000 l'année suivante pour se stabiliser autour de 900 000 cette année. Et puis focus sur la Fédération togolaise de football. Un terme a été mis au mandat du comité de normalisation dirigé par Antoine Folly. L'organisation d'un congrès statutaire et l'adoption de nouveaux statuts ont été assignés par la FIFA à un nouveau comité. Campagne électorale en Centrafrique. Les candidatures pour l'élection présidentielle n'ont toujours pas été validées, mais des candidats sont d'ores et déjà lancés. C'est le cas de Karim Mekwassoua, qui a été le premier à organiser un meeting réunissant plusieurs milliers de personnes samedi. Candidat indépendant, il a été plusieurs fois ministre, notamment sous l'ex-président François Bozizé. Pour rappel, la liste des candidatures validées par la Cour constitutionnelle devrait être publiée le 8 décembre. Plusieurs fois repoussées, ces élections centrafricaines seront notamment sécurisées par les soldats de la force Sangaris. L'opération militaire française a été déployée il y a 2 ans en Centrafrique. Composée de près de 900 soldats français, elle sécurise depuis le pays aux côtés de la MINUSCA, la force de l'ONU. Les précisions de Les Alci à Kizimana. Sangaris célèbre son 2e anniversaire ce samedi 5 décembre 2015. L'opération militaire française en République centrafricaine a été créée le 5 décembre 2013 avec une force de 2000 hommes. Une intervention qui s'est déroulée en 3 phases. La sécurisation de Bangui, la capitale, l'ouverture du corridor économique à l'ouest entre Bangui et Cameroun, ainsi que la stabilisation de l'est du pays. L'intervention de Sangaris en Centrafrique a permis d'éviter que les violences intercommunautaires prennent... elles sont déjà... elles ont été très dures, mais elles le seraient encore davantage s'il n'y avait pas les forces Sangaris. Parce que c'est la force la plus dissuasive à l'heure actuelle. Et donc, dans l'ensemble, qu'il s'agisse de Sangaris ou des autres forces de l'ONU, je crois que leur intervention a permis de stopper des violences qui étaient à un niveau très, très, très élevé. La force Sangaris a également contribué à la restauration progressive de l'État en permettant l'organisation des consultations populaires durant le premier trimestre 2015. Des consultations qui ont permis l'élaboration d'un chronogramme électoral qui débutera le 13 décembre 2015 avec un référendum constitutionnel suivi du premier tour des élections législatives et présidentielles prévues le 27 décembre 2015. C'est à cette occasion que nous verrons encore davantage le service que Sangaris peut rendre au peuple centrafricain, c'est-à-dire sécuriser les élections, sécuriser ces élections sur l'ensemble du territoire, parce qu'il s'agit d'élections groupées, d'élections générales, législatives et présidentielles. Donc c'est vraiment à ce moment précis que nous allons apprécier réellement l'intervention de Sangaris et l'intervention de la MINUSCA. L'opération Sangaris se prépare actuellement à passer le relais à la MINUSCA, la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine. Les effectifs de la force française devraient être réduits à 600 hommes, mais au vu du regain de violence depuis septembre 2015, l'état-major français a décidé de stabiliser les effectifs jusqu'à la fin des échéances électorales. Et ajoutons que des hommes armés ont tué 8 civils et blessé un soldat des Nations Unies dans un camp de déplacés en République centrafricaine. L'attaque s'est produite jeudi à Ngakobo, à une 60aine de kilomètres au sud de la ville de Bambari, dans le centre du pays. Baisse du nombre de touristes au Cameroun. En 2010, le pays est devenu destination touristique en dépassant le cap des 500 000 touristes par an. Une dynamique qui a été malheureusement freinée depuis 2013 en raison de la situation sécuritaire dans l'extrême nord du pays. L'insécurité y a entraîné des répercussions économiques, notamment au sein des grands sites touristiques. Les précisions de Birama Saounera. Le tourisme dans le nord du Cameroun menacé par la recrudescence des attaques de Boko Haram.
Alors que les autorités camerounaises tentent de contenir la menace posée par Boko Haram dans les régions du Grand Nord et du nord du pays, les retombées économiques des activités du groupe terroriste sont de plus en plus apparentes. Une succession d'enlèvements et de prises d'otages d'étrangers dans le nord du Cameroun en 2014 a fait fuir des touristes. Pour les artisans, la baisse du nombre de touristes n'a pas seulement affecté leur ville, mais aussi leur mode de vie. Le Cameroun traverse une période difficile. Ça nous fait perdre beaucoup de touristes. Ce n'est que ça, notre inquiétude. Notre secteur est vraiment mort. Nous devons quand même dire la vérité. Notre secteur est mort parce que ce fléau qui est le terrorisme est précisément par Boko Haram. Et nous souhaitons, comme nous sommes derrière notre chef de l'État, éradiquer vraiment ces fléaux pour que notre secteur puisse reprendre de l'ampleur. Réputé pour ses sites historiques, dont le célèbre palais de Fumba, ayant accueilli certains des royaumes les plus prestigieux du Cameroun, la ville de Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, a été pendant des années un lieu touristique populaire, attirant des visiteurs locaux et étrangers. Mais les attaques répétées de Boko Haram en 2015 menacent l'industrie et l'économie touristique de la région, déjà déstabilisée par l'insécurité. Le taux d'occupation est descendu pratiquement à 20% pour cet établissement, ce qui ne peut pas permettre à une structure, vraiment une structure, de résister à l'usure du temps. Donc c'est un sérieux problème. Le mercredi 2 décembre 2015, l'armée du Cameroun, soutenue par un groupe de travail régional, a annoncé avoir tué au moins 100 membres de Boko Haram et libéré 900 personnes. Mais un double attentat suicide le même jour qui aurait été mené par Boko Haram met en évidence les défis auxquels le gouvernement camerounais est confronté pour contrer les attaques. Les opérateurs du secteur touristique de la région ont appelé le gouvernement à trouver une solution pour mettre fin à l'insurrection afin de sauver l'industrie du tourisme. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a dépêché mercredi à Kinshasa Saïd Djinnit, son envoyé spécial pour les Grands Lacs. Le diplomate algérien n'est pas officiellement nommé facilitateur du nouveau dialogue politique convoqué par le président congolais Joseph Kabila, mais il a rencontré l'ensemble des acteurs institutionnels, politiques, de la société civile ou encore des religieux de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général des Nations Unies doit confirmer ou non la nomination de Saïd Djinnit comme co-facilitateur international de ce dialogue. Ce débat, rappelons-le, portera essentiellement sur le processus électoral à moins d'une année de l'organisation des élections législatives et de la présidentielle, initialement prévue le 27 novembre 2016. Alors qu'un vent d'optimisme souffle pour la signature d'un accord mondial sur le climat, le Malawi continue de subir en parallèle et de plein fouet les aléas climatiques. Cette année, les pluies diluviennes sont tombées prématurément, faisant déborder à plusieurs reprises les fleuves Shire et Ruo, provoquant en même temps des dévastations, notamment agricoles. On fait le point tout de suite avec Birama Saounera. Au Malawi, la récolte agricole de l'année 2015 a été très mauvaise, en cause les aléas météorologiques. Au sud du pays, des fortes pluies ont occasionné des inondations. De nombreux agriculteurs ont perdu leur récolte. Dans le district de Chikwawa, le champ de maïs de Lisa Fati a été emporté par les inondations. Aujourd'hui, cette mère de famille a du mal à nourrir ses enfants. Avant les inondations, mon enfant se portait très bien. Mais plus tard, lorsque nous avons perdu nos cultures, elle est tombée malade et s'est retrouvée malnutrie. Voilà pourquoi je suis venue à l'hôpital pour un traitement. Dieu merci, actuellement, elle est sous régime alimentaire. Les pluies d'El Niño ont provoqué également des inquiétudes chez les paysans. L'économie du Malawi dépend en grande partie de l'agriculture. Face à ces phénomènes, les experts estiment que l'accent doit être mis sur la prévention et l'anticipation. Nous comptons environ 3 millions de personnes touchées. Mais dans les années à venir, il y aura plus de personnes atteintes. Nous ne pouvons pas nous comparer avec d'autres pays parce que le peuple du Malawi est pauvre. Nous dépendons de l'agriculture la plupart du temps. Et si les effets du changement climatique ne sont pas pris au sérieux dans un proche avenir, il y aura beaucoup de personnes qui mourront de faim. Le phénomène El Niño, causé par les réchauffements de l'océan Pacifique, a provoqué la sécheresse dans plusieurs régions d'Afrique, dont le Malawi et le Zimbabwe. Les régions les plus pauvres figurent parmi les plus touchées et les moins aptes à y faire face. El Niño devrait continuer jusqu'en début 2016, en occasionnant des inondations et des sécheresses.
La FIFA tranche au Togo. Sa décision a été attendue depuis que le gouvernement togolais a annoncé la fin du mandat du comité de normalisation de la Fédération togolaise de football. Au terme de sa réunion ce jeudi à Zurich, en Suisse, le comité exécutif de l'instance internationale a décidé de la mise en place d'un nouveau comité de normalisation en lieu et place de celui coordonné par Antoine Folly depuis un an. Les précisions dans ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Les choses sont allées très vite après la lettre du gouvernement ayant dissous le comité de normalisation de football installé en janvier 2014. Le mandat du comité de normalisation présidé par Antoine Folly s'étant achevé le 30 novembre 2015, le gouvernement a mis un terme à ses activités. Une décision appuyée par la Fédération internationale football et association qui a constitué depuis le 4 décembre 2015 un nouveau comité dont le bureau sera défini dès sa première réunion. La vraie difficulté pour le football togolais, c'est qu'il y a des gens qui se battent pour la gestion de la manne financière. Les acteurs qui sont là aujourd'hui sont ceux qui avaient été boutés hors. Et donc, ils ont fait tout ce qui est en leur pouvoir pour que ce comité, le premier mis en place, qui était dirigé par Antoine Folly, ne vient pas à bout de sa mission, que ce comité-là connaisse un échec. Alors aujourd'hui, ils ont tout fait pour être dans le nouveau comité. Est-ce qu'eux vont être lâchés par les autres pour réussir? Je ne crois pas. Selon la FIFA, le nouveau comité fonctionnera comme une commission électorale dont les décisions seront définitives et contraignantes. Mais pour la réussite de ce nouveau comité, certains vont plus loin en évoquant des raisons politiques. On entend parler de l'ancien ministre Bernard Wala comme président du prochain comité. Je pense que c'est quelqu'un qui a le profil pour faire le travail. Maintenant, s'il n'a pas l'appui du gouvernement, je crains qu'il n'échoue, tout comme l'ancien ministre Antoine Folly. S'il doit avoir de la discipline dans le milieu, ça dépendra de l'appui politique que le gouvernement apporte. Mais s'il y a une forme de complaisance du gouvernement vis-à-vis de certains acteurs qui sont décidés à bloquer le mécanisme, à bloquer le processus de normalisation, aucun acteur ne pourra réussir dans ces conditions. Le nouveau comité dispose d'un peu plus de 2 mois pour organiser des élections au sein de l'instance dirigeante du sport roi au Togo. Cette élection se tiendra au plus tard le 20 février 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.